Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h10 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. Et on est ravis de recevoir aujourd'hui pour sa première radio l'essayiste et auteur de ce livre L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle aux éditions Gallimard. C'est Julien Gobin qui est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Julien Gobin, j'ai lu ce livre qui vient de paraître vraiment avec beaucoup de plaisir et c'est très intéressant parce que vous parlez de l'intelligence artificielle, vous parlez des évolutions, non pas de l'humanité, mais de l'esprit humain, du mental et du comportemental depuis pratiquement les Lumières, depuis 1789, l'ère des Lumières, etc. Et c'est très intéressant parce que vous parlez de 3 stades. Alors, vous avez utilisé, je voulais savoir, une métaphore intéressante, pourquoi la chrysalide et le papillon ? Alors, parce que c'est une métaphore particulièrement parlante pour comprendre les changements qui sont en cours actuellement dans notre civilisation. C'est une métaphore empruntée à l'entomologie, la science des insectes. Donc, tous les insectes qui ont un état larvaire, les mouches, les abeilles et les papillons, la chenille. Il y a l'ancienne structure qui est celle du premier stade et la chrysalide est le moment de la transformation, mais pas simplement d'une transformation graduelle, c'est d'une métamorphose. On passe d'un état initial à un état final complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la chrysalide, le corps de l'insecte se dissout de l'intérieur, il se digère lui-même et provoque un état liquide qui est particulièrement intéressant pour comprendre notre société. On dit beaucoup que la société postmoderne dans laquelle nous sommes, dans laquelle les valeurs se dissolvent, le cadre collectif commence également à se déliter, est une société liquide. Et donc dans la chrysalide, ces nutriments qui correspondent à l'ancien corps de l'insecte doivent nourrir des cellules souches, on appelle ça des cellules en dormance qui vont activer le prochain corps. Et l'enjeu de mon livre, c'est de se demander finalement aujourd'hui... Le prochain corps étant le papillon. Le papillon, mais peut-être une mouche verte. Une mouche verte, oui. Et donc l'enjeu est de se demander, aujourd'hui nous sommes dans cet état liquide, et est-ce qu'on ne pourrait pas identifier ces cellules en dormance que les nutriments de l'ancien corps viendraient nourrir pour avoir une image, une photographie du monde de demain, et là entrer dans la prospective. Alors c'est ça, c'est très très intéressant parce que justement, vous parlez des 3 stades, enfin ce que vous appelez les 3 stades: déconstruction, état liquide, reconstruction. Donc, je résume rapidement, on aura le temps d'en parler. Vous commencez avec les droits de l'homme, le XVIIIe siècle. Vous parlez après de la malaise dans la civilisation, au moment de l'état liquide, le postmoderne dans lequel on est aujourd'hui. Et vous dites... Attention, arrive, mais là, il faut savoir comment on pensait s'en méfier ou ne pas s'en méfier, et surtout comment les gérer, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le genre, etc., etc. Et vous parlez effectivement de ces métamorphoses de l'individu, enfin, comment on est arrivé à l'individu, et est-ce que l'individu ne risque pas d'exploser et de se dissoudre dans quelque chose qu'on veut, justement, au nom de la raison, au nom de la technologie, au nom des transformations, lui adjoindre de gré ou de force. On va en parler longtemps après cette petite pause. Sud Radio, votre avis fait la différence. Je remercie Sud Radio de pouvoir donner la parole aux Français sans les couper, en ayant d'autres avis. Et ça, vraiment, c'est la seule radio en France qui puisse le faire. Donc je tiens à le souligner. Sud Radio, parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. L'individu, fin de parcours. Alors c'est fini, l'individu, la liberté. On parle tout le temps. Là, on en a parlé hier, aujourd'hui, de la liberté d'expression, de la liberté de s'exprimer, de la censure, etc. Et puis voici qu'apparaissent un certain nombre, les fantômes qui arrivent à notre rencontre, comme disait Goya. Qu'est-ce qui se passe? Alors Julien Gobin, je voudrais que vous rappeliez un peu, on va faire un peu d'histoire, mais on comprend rien si on ne fait pas un peu d'histoire. L'individu en tant que tel, l'individu libre, l'individu doué de raison, le libre arbitre, il a apparu quand à peu près? Vers quand? Alors il apparaît grossièrement au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. Ouais. Et c'est l'individu finalement, c'est celui qui est doté d'un libre arbitre, qui pense par lui-même, qui est autonome et qui se construit par l'émancipation à l'égard des déterminismes sociaux. Donc la Révolution française, par exemple, c'est le moment où le citoyen peut s'affranchir de l'ancien régime, peut penser par lui-même, et c'est au fondement même de notre démocratie, puisque si on vote pour un candidat,
c'est en son âme et conscience. On n'est pas la marionnette de structures sociales qui nous imposeraient nos choix. Alors qu'avant, il y avait la religion, il y avait un certain nombre de contraintes. Voilà, la croyance collective, l'ordre collectif déterminait la façon de se comporter. C'est ça. Et donc les sociétés individualistes qui sont le fruit des Lumières ont pour but de faire émerger l'individu. Et c'est une trajectoire qui s'est effectuée sur plusieurs siècles avec de grands combats qui ont été nécessaires, donc dans le droit du travail, même l'émancipation des femmes. Tout ça, c'est l'idée étant d'émanciper le citoyen des contraintes non choisies qui l'empêcheraient d'être lui-même. Et on arrive aujourd'hui à un moment où les grands combats ont été gagnés, mais ce logiciel proprement démocratique que nous avons au fond de nous-mêmes et dont nous sommes tous les produits, bien sûr, cherche de nouveaux combats également. Où s'arrête la contrainte? Est-ce que, par exemple, l'éducation que j'ai reçue par mes parents est une contrainte, oui ou non? Est-ce que je dois la déconstruire ou pas? Est-ce que même les lois sociales ou la civilité, la politesse, est-ce que c'est une contrainte puisque ce n'est pas mon moi profond, mon moi authentique qui s'exprime? Et à partir de quand est-ce que la quête de l'individu doit s'arrêter ou non? Oui, mais alors justement, Julien Gobin, vous posez la question, mais il faut bien, de toute façon, quelle que soit la vie en commun et les idéaux, il faut vivre avec des règles. Je veux dire, on ne peut pas dire, la liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. À ce moment-là, je ne vais pas pisser dans le studio, etc., etc. Je veux dire, il y a des contraintes, des règles du jeu. Qu'on peut discuter, bien sûr, mais est-ce que ces contraintes-là n'ont pas toujours existé et continuent à exister? Alors, elles ont toujours existé, mais maintenant, certains traits qu'on peut avoir, qu'on juge fondamentaux dans notre personnalité, fondamentaux dans notre moi profond, nature authentique, peuvent être revendiqués comme un droit fondamental, un droit humain. Par exemple, oui. Si on parle du genre. Voilà. Par exemple, si je suis né dans un corps d'homme, je me sens femme. Ma nature profonde est d'être, je me sens femme. Donc, j'exige d'être reconnue par la société en tant que telle, puisque c'est ma nature. Et il est hors de question que des lois sociales viennent déterminer mon identité. Voilà, ça c'est un exemple actuel et qui est éminemment démocratique. Vous me reconnaissez, j'ai mon droit et vous devez me respecter en tant qu'homme voulant devenir femme, voilà, femme voulant devenir homme. C'est ça. Ouais. Et avec évidemment cette ambiguïté. Puisque je trouve que c'est une revendication qui est tout à fait logique dans le logiciel de l'émancipation de l'individu. Et donc ce n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui que ça arrive, puisque ce sont dans les sociétés démocratiques qu'on a cette volonté de s'émanciper, de se reconnecter avec son moi, que j'appelle le moi profond, le fort intérieur, le moi authentique. Mais comment savoir justement, parce que vous avez pris cet exemple, comment savoir si à un moment donné ce n'est pas un faux moi profond? Vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de repentance là-dessus. C'est le moi supposé profond. Et avec voilà, beaucoup évidemment d'ambiguïté, c'est là tout le problème. Il suffit alors si on prend la question du genre, il peut y avoir des personnes qui souffrent de dysphorie de genre, de sentir appartenir à l'autre genre. Et c'est une maladie qui est recensée par les psychiatres, tout à fait vrai, mais d'autres peuvent tout à fait, par un effet de mode qu'on peut avoir d'imitation. On sait que les homo sapiens adorent se regrouper, se conformer à des groupes. Et donc pour une simple imitation, il suffit de se déclarer comme tel, et puis on peut changer d'avis ensuite plus tard. Et là, où est le critère, où est le barème qui nous permet de savoir à quel point on l'est ou pas? Surtout si l'on a fait une consommation ou d'estrogènes ou un certain nombre de médicaments ou autres qui feront que ça peut être aussi irrémédiable. Oui, absolument. Et là, cette consommation dont vous parlez soulève un point que je développe, qui est l'ambiguïté entre ce ressenti qui appartiendrait finalement, quand on écoute les témoignages de personnes qui souffrent de dysphorie de genre, ils disent: depuis ma plus tendre enfance, depuis mes premiers souvenirs de 3 ans, je sais que je ne suis pas dans le bon corps. Comme s'il y avait presque une âme qui aurait elle-même un genre, d'ailleurs c'est intéressant, qui s'incarnerait dans le mauvais corps, tout en reconnaissant que finalement il y a des genres. Déjà c'est la question, mais ensuite une fois qu'il y a le traitement hormonal, pour ceux qui joignent le geste à la parole et qui font vraiment l'opération, là c'est un lot de déterminisme qui arrive, la biologie, et qui, je montre dans le livre, peuvent avoir un impact d'abord évidemment sur l'aspect extérieur, mais aussi sur le tempérament. Et le tempérament, ça je ne l'ai pas inventé, je suis allé voir les brochures de sensibilisation. Oui, vous avez vu, pendant que vous dites, voilà, maintenant je sens que je pleure beaucoup plus facilement, etc. Oui. etc. Alors ça c'est très amusant parce que c'est intéressant. Alors c'est les transsexuels qui expliquent leur cheminement, leur transition sur plusieurs années, expliquent que pendant le traitement hormonal, un homme qui est devenu femme dit voilà, maintenant j'ai des crises de larmes, j'ai des amis qui ont des problèmes de logique, le cliché absolu de l'autre genre. Et pour les femmes qui sont devenues hommes, c'est un excès de libido, ne plus pouvoir se retenir, etc.
Elle retombe en fait dans un genre, elle retombe dans un conformisme quelque part. Et c'est pour ça que je trouve que c'est particulièrement réactionnaire. Et je trouve ça très étonnant. Et alors, il n'y a aucun jugement moral, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que d'un côté, on a les transsexuels qui font le traitement hormonal. Les autres transgenres qui disent qu'il n'y a aucun genre et que tout est construction sociale, les deux manifestent dans le même mouvement global LGBT. Oui. Et pourtant, en présupposé métaphysique et idéologique, c'est les opposés absolus. D'un côté, il y a des idéalistes qui déconstruisent toutes les conventions, et de l'autre, ceux qui veulent rejoindre certains déterministes, certains canevas sociaux. Et certaines conventions, et effectivement certains comportements spécifiques de l'homme ou spécifiques de la femme. Voilà. Et, oui. Et alors, au-delà de ça, Julien Gobin, l'individu aujourd'hui, vous dites, vous posez la question avec un point d'interrogation, l'individu fin de parcours. Alors pour vous, on est vraiment en fin de parcours ? Alors il y a des signaux qui nous montrent qu'on est en fin de parcours. Alors lesquels ? Alors bon, déjà c'est difficile de se rendre compte quand on n'est pas dans les nouvelles générations. C'est un mouvement sur plusieurs générations qui se fait, puisque par exemple moi je suis né avant Internet, donc j'ai encore d'autres modèles, et petit à petit ça se déplace. Mais l'indicateur qui traduirait cette fin de parcours, c'est finalement ce qui définit l'individu. L'individu est défini par le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est penser par soi-même, avoir le choix entre une situation A ou B, pouvoir faire autrement que le chemin déjà tracé. Bon. Or, ce libre arbitre aujourd'hui est attaqué de toutes parts, sur plein de fronts. D'abord théoriquement. Par exemple, oui. Théoriquement par la science. Les avancées en neurosciences, en biologie, montrent que finalement tout ça, ça ressemble à une illusion. Il y a des expériences qui sont déjà anciennes, hein, mais par exemple l'expérience de Libet en 73, on demande à quelqu'un d'exprimer son libre arbitre en levant le bras droit, le bras gauche, le doigt droit, selon son bon vouloir. Ouais. Et avec des électrodes, et on voit une activation du signal électrique avant la décision consciente, jusqu'à 10 secondes dans certains cas, et on peut à ce moment-là prédire le choix qui va être fait volontairement, consciemment, etc. Donc dans des conditions très expérimentales, déjà on se rend compte. Ensuite, en sociologie, on voit bien qu'il y a des grandes tendances, que les personnes pensent être libres et suivent des grands mouvements. Le big data permet désormais d'avoir ces données-là. Donc ça, c'est à la limite théorique. Mais dans les faits, et c'est là où c'est intéressant, quand bien même le libre arbitre existerait, est-ce que l'environnement actuel nous permet de l'exercer ? Et c'est ça qui est intéressant. Alors on dit notre société démocratique a comme fondement le consentement libre et éclairé. Alors le consentement est-il libre ? On en a parlé pour les vaccins, pour les médicaments et autres, par exemple. Par exemple, voilà. Donc là, le consentement est-il libre lorsqu'on peut avoir des manipulations algorithmiques qui nous mettent dans des trajectoires, peuvent jouer sur nos biais cognitifs pour nous orienter dans certaines décisions. Dans la Silicon Valley, les GAFAM ont le vôtre et le mien, ce qu'on appelle une poupée vaudou. Je ne sais pas si vous connaissez la poupée vaudou. Non, donc la poupée vaudou, quand on la pique, ça touche la vraie personne. Et bien cette poupée vaudou, c'est le double numérique. Toutes nos données forment un modèle, et en voulant nous conduire à consommer ou à prédire nos habitudes, il suffit de jouer sur cette poupée pour que nous ensuite on soit... Vous voulez dire, on crée de toutes pièces un espèce de modèle qui rassemble énormément, un avatar qui ressemble à des millions de gens, c'est ça ? À nous-mêmes, individualisés. Et donc un exemple, c'est la question, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de parler avec des amis, le lendemain vous avez une publicité qui ressemble étrangement à votre conversation. La question, c'est est-ce qu'on est écouté ? Si on était écouté, bon, déjà c'est nié par les GAFAM, mais quand bien même ça supposerait une quantité de données... C'est pas un peu complotiste ça ? Alors justement, ça supposerait une quantité de données hallucinante, et donc si ça n'est pas la solution. En revanche, c'est que la poupée vaudou qu'ils ont de nous-mêmes permet de prédire nos comportements à 1, 2, 3, 5 jours, prédire nos envies pour cibler les publicités. Et à ce moment-là, la publicité ciblée n'est que la conséquence de notre état initial précédent. Et c'est là où la question de la manipulation peut être tout à fait envisagée, puisque si on nous connaît parfaitement, on peut jouer là-dessus. Donc ça, c'est le consentement libre, mais le consentement est-il également éclairé dans l'environnement d'aujourd'hui, qui est particulièrement complexe, changeant? Comment se repérer, où trouver les bonnes informations, mais également où trouver également... Entre les fausses, les vraies, les fakes... Ce qu'on appelle les deepfakes, qui sont les informations manipulées, très réalistes. Donc là, on va sûrement avoir besoin d'intelligence artificielle pour faire un premier filtre à cette submersion. Je reprends l'expression de Bruno Patino, la submersion d'informations, mais également aussi une ambivalence entre un environnement qui est désormais régi par ce qu'on appelle une technocratie, des process, notamment dans les entreprises. Est-ce que l'individu, dans ces cas-là, a encore le loisir d'exprimer sa marge de manœuvre? Je prends un exemple très concret de deux situations. Si vous voulez faire un crédit, vous allez voir votre banquier et il vous dit: ah bah non, je ne peux pas, le logiciel m'a dit que le taux avait changé, maintenant je peux pas et j'ai pas la main là-dessus, c'est le calcul. Le taux AOC, etc. Et je n'ai pas la marge de manœuvre, finalement il n'est qu'exécutant. Inversement, dans un environnement qui n'est pas optimisé à ce point-là, on a le plombier par exemple, qui se débrouille, exerce son libre arbitre, peut trouver des solutions et a une marge de manœuvre.
Et ça, c'est première grande tendance de l'uniformisation par des process. Mais de l'autre côté, on a aussi, et ça on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un monde dans lequel les règles ne sont pas données pour l'individu. Il doit choisir lui-même quelles sont ses trajectoires de vie. Et face à cette complexité, on risque il y a beaucoup de maladies contemporaines, la dépression, le burn-out, etc. Et à ce moment-là, les intelligences artificielles peuvent prendre le relais et se substituer à notre libre arbitre qui se révèle, dans certains cas, sous-optimal. Et donc l'environnement d'aujourd'hui rend cet outil forgé par des milliers d'années d'évolution peut-être sous-optimal parce que justement, il n'est plus adapté à notre environnement actuel. Notre environnement, c'est vertigineux en tout cas. C'est vertigineux. Ce que ça donne après. On va en continuer à discuter après cette petite pause. Tout de suite. Avec vous au 0826 300 300 pour poser vos questions, pour intervenir ou pour réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h31 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Julien Gobin, essayiste, qui vient nous voir pour ce livre, L'individu, fin de parcours, point d'interrogation, le piège de l'intelligence artificielle. C'est aux éditions Gallimard. Alors justement, Julien Gobin, parce que ça pose effectivement des problèmes, je disais, vertigineux, parce que nous sommes tous extrêmement attachés à notre libre arbitre dont vous parlez, nous sommes attachés à l'émancipation, nous sommes attachés à être soi-même, et nous sommes aussi attachés à faire société, comme vous dites. Tout ça je ne crois pas, sont des choses qui vont disparaître, en tout cas de sitôt. En tout cas, une bonne partie de l'humanité, on le voit encore aujourd'hui, tous les jours, veille à ça. Et puis, vous avez cet extraordinaire, effectivement, développement de l'intelligence artificielle, de l'homme augmenté, enfin augmenté entre guillemets avec le transhumanisme, cette espèce de savoir par rapport à, effectivement, d'aller plus loin, on appelle ça toujours le progrès, on a toujours l'air du progrès, mais c'est le même. Il y a le progrès par les révolutionnaires, les Lumières, l'humaniste, et là le progrès par les GAFAM, la Silicon et les transhumanistes et autres. C'est plus du tout le même progrès. Alors, c'est un progrès qui a quand même un lien. Alors, je m'explique. Oui. Le transhumanisme, tel qu'on le connaît de la Silicon Valley, cette idéologie, reprend de manière étonnante le programme des Lumières. Mais par d'autres moyens. C'est la continuation des Lumières par d'autres moyens. Si alors, on fait quels moyens, justement? Ces moyens, c'est que... Je reprends en 2 mots la philosophie des Lumières, c'est le progrès de l'humanité, plus de moralité, plus de civilisation, améliorer l'espèce humaine dans une longue trajectoire par l'éducation. Mais on a à ce moment-là les progrès de la science qui sont pas encore ceux d'aujourd'hui. Ouais. Néanmoins, Condorcet, qui est un parfait représentant, se demande, il se dit mais finalement ce qui fait le succès de l'humanité, etc., c'est l'éducation. Le problème, c'est que tout ça repose sur un substrat biologique. Une certaine nature humaine qu'on ne peut pas contrôler. Ouais. Et Condorcet disait c'est la biologie la base. C'est la base. Et si on pouvait modifier cette biologie comme on peut sélectionner des chiens. Si des parents qui ont un tempérament fougueux, impétueux, violent, pouvaient ne pas donner des enfants qui ont cette conformation. Voilà. Est-ce qu'on ne pouvait pas changer à ce moment-là la biologie humaine pour participer, un outil parmi les autres, pour améliorer l'humanité? Or, ce qu'on a découvert, l'histoire a tragiquement montré que le projet des Lumières s'est un peu fracassé au cours du XXe siècle. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la décolonisation, mais également la crise écologique, qui est un peu cette poursuite de se dire l'homme maîtrise la nature. Ouais. Et le transhumanisme de la Silicon Valley se dit finalement, l'erreur, ce n'est pas le progrès de l'humanité, l'erreur, c'est d'avoir mal compris ce qu'était l'être humain. L'être humain n'est pas doté de ce libre arbitre un peu métaphysique qui viendrait de nulle part, cet entendement qui reposerait sur des présupposés un peu mystérieux. Non, l'être humain, c'est un circuit, un gros ordinateur. Et une fois qu'on ne peut avoir compris ça, on va pouvoir intervenir réellement et ne pas avoir des espoirs trop hauts pour l'humanité. Au contraire, c'est en connaissant bien ce qu'est la nature humaine réellement qu'on va pouvoir reprendre ce projet. Et finalement, c'est à partir de là, on comprend très bien que le projet, c'est à partir d'innovations technologiques qui sont les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique, mais aussi les neurosciences, de pouvoir améliorer la nature humaine pour
Mais ne pour pas en la faire tomber quoi dans ses pièges. Voilà. Voilà, Alors, parce que pourquoi c'est ça le truc. Améliorer la nature humaine, on veut donc... Mais la changer, la modifier, la bouleverser ou pas? Parce qu'il est là le problème. La bouleverser parce qu'elle est sur certains points très archaïque. Et c'est amusant, on parle beaucoup. Alors voilà, là je fais un tout petit parallèle très, très amusant, mais avec... Enfin, pas amusant du tout, mais révélateur. La guerre en Ukraine. Ouais. La guerre en Ukraine, quand elle a éclaté, on avait Vladimir Poutine qui est l'archétype du mal alpha pétri de ces mal dominant, le gorille au dos argenté qui pose le poing sur la table, et de l'autre côté l'Occident qui est contraire sur le dépasser tous ces biais qui font que ils ont peut-être été efficaces à une époque, mais nous ne sommes plus dans ce monde-là. Voilà. Et le transhumanisme cherche à dépasser un peu toute tous ces archaïsmes évolutifs qui ont été avantageux à une époque, mais désormais se révèle inefficient. Ben alors justement, si vous poussez la métaphore ukrainienne aujourd'hui, sans prendre tout parti, on va pas faire de politique, mais ils disent attendez, aujourd'hui quand même le mal dominant alpha aux écailles d'argent est en train de gagner la guerre. C'est-à-dire, est-ce que franchement, malgré tout ce dont on parle, effectivement, intelligence artificielle, etc., il n'empêche qu'aujourd'hui on est dans un monde multipolaire où les nations s'affrontent, enfin ce n'est plus le monde d'avant. Alors, en même temps, il y a ça, mais est-ce que l'Occident, qui est encore le gardien de ce trésor-là, et on a l'impression non pas qu'ils se font voir, mais qu'ils s'affaiblit avec ça? Alors, l'histoire nous le dira, parce que, bon, là, si on parle sur le long terme, on sait qu'il y a des étapes de l'histoire qui peuvent être différentes. Bien sûr. La question, c'est plutôt de se dire, est-ce que la période actuelle, conflictuelle, ne renforce ou affaiblit les valeurs au sein de la cohésion? Est-ce qu'on défend plus que jamais les droits de l'homme, ou est-ce qu'au contraire, nous aussi, on va faire des compromis pour abandonner notre modèle? Et en général, quand une civilisation est attaquée, elle a tendance à resserrer ses valeurs fondamentales. Voilà, resserrer les rangs. Et pour revenir, donc là, la discussion qu'on avait était sur le transhumanisme. Donc le transhumanisme de la Silicon Valley, il ne faut pas penser que c'est tout le transhumanisme. Et c'est là où le débat en général peut-être se fourvoie. C'est que c'est une idéologie particulière, mais on peut tout à fait avoir un transhumanisme communiste, un transhumanisme écologiste, parce que c'est la technique qui viendrait servir des valeurs. Donc les valeurs, c'est qui sont choisies par les hommes, quand même. Les hommes, absolument. Mais donc là, on a évidemment un bon candidat pour le transhumanisme de la Silicon Valley, puisqu'il a des affinités avec les notions d'individu. Mais je ne vois pas aujourd'hui une levée en masse des Occidentaux dire oui, on veut absolument les implants neuronaux, etc. En revanche, on n'a pas besoin d'adhérer aux implants neuronaux pour utiliser son smartphone pour être bardé de technologie. Et c'est là où l'autre définition finalement qu'il faut retenir pour le transhumanisme, ce n'est pas une idéologie particulière, mais finalement c'est l'irruption de la technologie dans toutes les sphères de notre existence, être humain compris. Voilà. Mais alors justement, être humain compris, et c'est vraiment là où on a l'impression, non pas d'une frontière, mais jusqu'où peut-on aller? Parce que quelque part, si vous écoutez les transhumanistes et les genrés, encore une fois, je reviens à ça, la biologie n'existe plus, ce qui ne veut strictement rien dire, mais effectivement, enfin, en tout cas, ils le pensent, peut-être qu'ils ont raison, je ne sais pas, mais de dire, écoutez, aujourd'hui, nous pouvons tout maîtriser. Est-ce qu'on peut tout maîtriser, ou est-ce qu'on va tout maîtriser? On commence à maîtriser. On commence et cette idée est de transformer le hasard en choix, le hasard de la nature en choix volontaire. Donc ce triomphe de la volonté individuelle est justement un élément caractéristique de la quête de l'individu. Je donne deux exemples. Par exemple, vous parliez du changement de sexe. Le traitement hormonal, la transition, c'est de la biologie. Il y a un endocrinologue, il y a un chirurgien, c'est de la science. Il n'y a pas de changement de sexe sans la science. Je parle également maîtriser un élément qui serait par définition le plus mystérieux, c'est la vie. Donner la vie, la naissance, l'embryon. Il y a des progrès effarants en sélection des embryons, on appelle ça l'eugénisme. L'eugénisme qui résonne de manière automatique comme le nazisme, sélectionner les personnes. Or, c'est quelque chose de bien plus ancien. Fin 19e, début 20e, toutes les sociétés progressistes en Europe, en Occident, étaient eugénistes. Et aujourd'hui, ça revient, mais d'une manière non pas étatique, ce n'est pas à l'État de dire ce qu'il faut, mais individuellement. Alors, comment ça se passe? Lors d'une fécondation in vitro. Concrètement, on a une fécondation in vitro. Plusieurs embryons sont sur la table. On élimine déjà, et ça se fait couramment, ceux qui ont une maladie génétique absolument terrible.
On peut faire ça maintenant avec la trisomie aussi, mais dans des pays comme les États-Unis, on peut choisir la couleur des yeux, le sexe. Et là où ça devient, la frontière est toujours plus ténue, il y a maintenant des prédictions qu'on peut faire, des prédictions de tempérament, de personnalité. Ah, carrément. Oui, qui sont possibles. Là, ce sont des probabilités. En fait, c'est ce qu'on appelle des scores polygéniques. C'est un terme qui désigne finalement il n'y a pas un gène de l'intelligence, mais on se rend compte qu'il y a 1000 variants génétiques. Et on peut faire des corrélations et se dire celui-ci a 30% de chance de mieux réussir, celui-ci 70%. Et on peut choisir ça sur Alors, les... Aujourd'hui, c'est pas encore accepté, mais on sait le faire et ça commence à se... Voilà, on est à une phase de transition et la question que je pose, c'est au nom de quoi s'opposerait-on à l'avenir? Est-ce qu'on a encore du sacré, une morale judéo-chrétienne qui dirait la vie est sacrée, on n'y touche pas? Ou est-ce que finalement les valeurs libérales, chacun choisit ce qu'il considère être la vie bonne? Ses enfants, pourquoi ne pas payer une bonne école et aussi un bon capital génétique? Oui, ça c'est en tout cas la question est posée. Maintenant, vous avez aussi tout le côté de la dimension économique, la marchandisation. Quid de la marchandisation? Parlons-en. Parce que vous imaginez, en parlant de tout ça, les marchés immenses, colossaux, planétaires qui peuvent s'ouvrir avec ça, quoi, déjà. Et avec déjà. La question, est-ce que le néolibéralisme s'étend là-dessus ou est-ce qu'il y a des garde-fous? Et au nom de quoi justifier ces garde-fous quand la science moderne montre que finalement les grandes valeurs métaphysiques auxquelles on croyait ont été infirmées? Avant c'était Dieu et puis la science dit Dieu on n'est pas sûr. Au nom de quoi justifier à ce moment-là ces interdits? Donc en fait c'est Dieu on n'est pas sûr et l'homme on n'est pas sûr non plus. On peut l'arranger. On peut l'arranger. Et d'ailleurs, cette marchandisation peut être même au niveau de l'État, dans le sens où faites naître un enfant par le hasard, conception naturelle, il a peut-être des chances d'avoir des tares à l'avenir. C'est un coût, un fardeau pour la société. Et on risque d'être... Ne prenez plus de risques. Voilà. Et on va être encouragé à une procréation en dehors de l'acte sexuel hasardeux, mais dans un environnement médicalisé. D'ailleurs, ce qui va de pair avec l'allongement de la période de natalité. On fait des enfants de plus en plus tard. Donc tout ça tend à séparer la conception de l'acte sexuel. Oui, absolument, qui est déjà... D'ailleurs, la pilule a commencé, par rapport à ça, pas obligé de faire l'amour enfant. Mais là, alors, à votre avis, et vous posiez la question qui est fondamentale, est-ce que, effectivement, on ne serait pas amené de dire, mais au fond, pourquoi des limites? Allons-y. Il n'y a pas de limite à ce moment-là. Ou parce qu'à un moment donné, il ne va pas se poser le problème métaphysique. Là, on est en pleine réflexion philosophique, mais c'est pas inintéressant du tout. Au contraire, que il n'y a pas de limite. Où est le contre-pouvoir, disons? C'était une bonne question. Le logiciel de l'individu et le logiciel de la science moderne, c'est de repousser les limites. Là, pour la science, c'est de comprendre ce qui est mystérieux, et pour l'individu, c'est d'élargir son champ d'action. Et c'est là d'ailleurs où on a l'aspect aussi séduisant de la technologie, c'est que sans technologie, il n'y a pas cette émancipation possible de l'individu. On n'a jamais été aussi libre individuellement, on peut même être autonome. Je pourrais très bien vivre un an chez moi en me faisant livrer mes repas, en ayant mes visioconférences. Cette autonomie qu'on a suppose une perfusion technologique qui en même temps repose sur des principes qui sont la négation de l'idée qu'il y aurait une nature humaine telle qu'on la conçoit encore aujourd'hui. Et donc ces limites, vers quoi ça nous tend? C'est un projet un peu infini, puisque on commence désormais à voir notre monde actuel qui est balisé par la technologie. Les mystères commencent à disparaître. Il y en a toujours des nouveaux, mais maintenant c'est la quête de l'être humain, mais aussi la quête de l'espace. Et c'est cette quête de partir à la conquête du cosmos peut ouvrir un nouveau sacré, puisque ce qui fédère les hommes en général il faut une dimension de sacralité, c'est évident. Et cette sacralité repose sur l'inconnu, le mystère. Par exemple, la montagne, imaginons qu'on est dans une société traditionnelle, loin dans le passé. Cette montagne mystérieuse, on peut l'investir de beaucoup de choses. Mais lorsqu'on connaît, on va pas mettre des dieux dedans. Il va falloir chercher ailleurs. Et où est cet ailleurs? Quand on regarde le ciel maintenant, la pollution lumineuse, on voit même plus les étoiles. Donc où est-ce qu'on peut investir ce sacré? Et c'est peut-être un élément qui pourrait ouvrir l'humanité à une nouvelle sacralité. On ne le voit pas aujourd'hui, ce nouveau sacré. Et non, on le voit pas. Et on est en recherche. Et en tout cas, la technologie pourrait ouvrir de nouveaux champs. Mais en ce moment, on a une période de crise, puisque le sacré a été démystifié. Oui, c'est ça. Et donc, comme disait l'autre, Dieu est mort, Marx est mort, et moi-même, je ne me sens pas très bien, disait Mark Twain. Mais non, pas Mark Twain, d'ailleurs, c'est Boris Johnson. On marque une petite pause sur Sud Radio et on revient dans un instant. Vous aurez la parole. 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les
Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Julien Gobin, un livre non pas de science-fiction, mais de science actuelle, l'individu fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle. Et effectivement, Julien Gobin, je voudrais parler, parce qu'on a fait un tour d'horizon, mais il faut lire le livre, je vous le recommande. C'est un livre où il faut s'appliquer, mais c'est un livre passionnant, parce qu'il montre effectivement à la fois les dimensions et les limites de l'extraordinaire, et ça veut le dire, évolution qui est en cours actuellement, technologie, comportementale, scientifique, biologique, etc. Mais vous avez parlé justement du piège. Il y a des pièges là-dedans, hein, et de sacrés pièges. Il y a de sacrés pièges. Le premier piège et le principal, c'est celui d'attaquer notre nature même d'individu, qui est notre logiciel. Pourquoi l'intelligence artificielle est un piège, et la technique de manière plus générale, puisqu'il n'y a pas d'intelligence artificielle sans une technologie plus large. Elle n'apparaît pas de nulle part. Elle est greffée à un écosystème. Eh bien, c'est que dans notre monde actuel, on est sous perfusion technologique, et cette perfusion technologique fait une externalisation de nos capacités physiques. On est de plus en plus dépendant, de moins en moins autonome, mais cette externalisation de la technologie pour survivre, pour faire les choses, même beaucoup désormais. Et donc externalisation également de notre capacité cognitive, de notre cerveau, puisque je montre dans ce livre qu'il y a évidemment le remplacement dans le travail, évidemment, pour être plus performant. Mais pour moi, le vrai point crucial et qui met en cause notre individualité, c'est que notre société contemporaine crée des dilemmes, des grands dilemmes dans l'existence des individus, avec qui se marier, quelle carrière choisir, qui sont beaucoup plus durs qu'auparavant, puisque c'est à nous-mêmes de trouver le sens. Nous sommes responsables de nos choix. Et l'intelligence... Avant, il y avait des carrières qui étaient orientées, plus ou moins orientées. Absolument, ça pouvait être les carrières orientées, la famille qui nous dit, voilà, tout était balisé avec une marge d'erreur. On pouvait être très malheureux, mais on n'avait pas le fardeau existentiel sur nos épaules. L'intelligence artificielle, imaginons un chat GPT qui n'est plus connecté seulement à Internet pour le travail, mais à nos données personnelles, toutes nos données. Aussi bien notre biologie, notre code génétique, nos déplacements, nos amis. On pourrait avoir à ce moment-là comme une synthèse d'un super coach psychiatre, meilleur ami, directeur de ressources humaines, grand compagnon, mais qui aurait l'avantage d'être rationnel et objectif. Et nous faire des recommandations, comme on a d'ailleurs désormais déjà sur les réseaux sociaux, des recommandations algorithmiques de lieux à fréquenter, de suggestions, même quand ceux qui sont sur des sites de rencontres d'applications, il y a des suggestions qui viennent d'algorithmes en fonction de plusieurs critères. Et là, ce serait à propos de votre parcours professionnel ou autre, tout. Enfin, voilà, de toutes nos décisions. Ouais. Et alors la question c'est... est-ce que ça sera efficace ou pas? Et pour y répondre, il faut se demander, est-ce que chez l'homme, il y a des choses qui échapperaient à des lois de la causalité matérielle? Est-ce qu'on est autre chose que de la matière? Si nous ne sommes que de la matière, il suffit de donner tout ce qu'on a comme données, et on peut faire des prédictions comme la poupée vaudou dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Et donc si les prédictions... C'est la machine, quoi. C'est l'homme-machine. C'est l'homme-machine, et avec des recommandations qui viendraient maximiser notre recherche de bien-être, parce que finalement on peut se dire, et c'est un peu une autre façon de voir les choses, le libre arbitre. Pourquoi est-ce qu'on agit librement? Parce qu'on recherche ce qui est le mieux pour nous en général. Et si on peut avoir un outil qui est plus performant, un super libre arbitre numérique, mais qui reste super libre arbitre, ne va-t-on pas déléguer ces choix-là? Et en les déléguant, évidemment, on perd à chaque décision que nous prenons, nous mobilisons notre personnalité, on arbitre. On perd l'autonomie. Voilà. Et alors, on dit toujours le cerveau est un muscle, mais effectivement, chaque décision mobilise des sphères de nous-mêmes, notre passé, et plus on délègue, moins on forge cette individualité, cette autonomie, et plus on devient passif. Et là, il y a un véritable piège qui, pour moi, est le piège le plus concret. C'est ces intelligences artificielles dans notre vie personnelle ne sont pas encore arrivées, mais je pense que c'est une question de seulement quelques années. Ah oui. Oui, vous voulez dire, en fait, c'est la tentation de modeler, je dirais pas de robotiser, c'est caricatural, mais quand même, quelque part, en fait, cela, ce serait la fin de l'homme autonome. Ce serait la fin, non seulement de l'individu, mais de l'individu libre. Parce que, après tout, je m'en remets au coach, compagnon, homme, machine et compagnie qui va m'indiquer mieux. Il saura mieux que moi ce qui est bon pour moi. Voilà, tout à fait. Et si on le replace dans camp du bien. Si on le replace dans la trajectoire historique, on avait dans les sociétés qu'on appelle traditionnelles, holistes, ce sont les sociétés où la croyance collective dicte les comportements de l'individu. Finalement, on s'en remettait à cette collectivité. Oui. On a eu ensuite la société des Lumières. Oui, on l'a eu ça déjà. On l'a eu, la société individualiste libérale qui est la nôtre. On place en l'individu
possibilité de choisir. Mais désormais, on a tendance à externaliser de nouveau à l'extérieur, mais cette fois-ci, cette recommandation n'est pas pour tout le monde, c'est individualisé. Et ça serait un compromis entre les anciens modèles et celui d'aujourd'hui. Ça fait réagir, André. Ouais, ça fait réagir au standard. On a Frédéric qui nous appelle depuis Nantes. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonjour à votre invité. Eh bien écoutez, en vous entendant, moi je me posais, j'étais d'abord un peu effrayé de ce que j'entendais, et puis je me posais quand même quelques questions. Je me demandais si finalement l'intelligence artificielle, au lieu d'être l'homme augmenté, ça n'allait pas être au bout du compte l'homme diminué. Parce que quand on voit quand même que, au bout du compte, tout ce qui se passe avec cet aspect des choses, c'est quand même les restrictions, les diminutions, les suppressions sans arrêt et tout le temps de toutes les libertés individuelles. On voit encore, au niveau de l'Europe, on voit M. Breton et ce qu'il fait. En France, on voit la dernière loi de l'article 4 qui essaye de passer. On voit qu'à chaque fois qu'il y a un soi-disant progrès, il s'agit de rétrécir les libertés, rétrécir l'individu. Oui. Voilà. Ouais, très juste. Oui, vous êtes là le problème, hein, Julien. C'est tout à fait le problème qu'on soulevait d'ailleurs en début d'émission, de finalement l'environnement technique dans lequel nous sommes et dans lequel l'intelligence artificielle est partie prenante diminue notre marge de manœuvre, diminue notre marge d'action. Mais alors là, on pourrait aller un peu plus loin dans cette observation. Est-ce que nous l'accepterons ou pas? Et on risque de l'accepter aussi parce que quel serait l'effet? Est-ce que le bien-être augmenterait ou pas? Et finalement, mais qu'est-ce que c'est que le bien-être? Est-ce que le bien-être n'est pas d'abord le sentiment d'être libre et d'avoir son libre arbitre? Eh bien, c'est toute la question. C'est ça le bien-être aussi, non? Alors, pour certains, en tout cas. Il y a ce fameux texte d'Étienne de la Boétie, Discours de la servitude volontaire. Bien sûr. Si on est bien, finalement, on est heureux et on n'a pas de tension particulière, pourquoi chercher à s'émanciper si on est sous perfusion technologique mais que cela répond à nos besoins, ou alors qu'on est suffisamment habilement orienté dans des directions par des petites manipulations, ce qu'on appelle les nudges aujourd'hui, qui est une manière de conduire l'esprit dans certains choix. Finalement, lorsqu'on a ce qu'on voulait, est-ce qu'on voudrait autre chose? Voilà. Oui, alors je veux dire, c'est ce que vous dites, c'est ça, le bonheur de la taupe ou le bonheur du grimpeur? Absolument. Et ça nous renvoie à la dystopie Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, où c'est une société dans laquelle les personnes sont déterminées génétiquement et conditionnées socialement pour occuper la place qu'ils souhaitent. La place qu'on veut pour eux. Avec l'intelligence artificielle, le 18 juin n'aurait sans doute pas pu avoir lieu. Le 18 juin, De Gaulle et l'appel du 18 juin. Est-ce que effectivement, s'il y avait l'internet, parce que le bien-être, dans la période, il dit mais l'Allemagne a gagné, écoutez, restez chez vous, accommodez-vous, etc. Oui, vrai. Tout à fait. Et là, ce sont des rapports de force. Qui aura la meilleure force de frappe de manipulation de l'information ou des esprits? Mais honnêtement, attendez, Julien Gobin, est-ce que quand même, il n'y a pas une tentation, je rappelais un mot, mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation fasciste et une tentation totalitaire là-dedans? Alors, tentation totalitaire, oui. Je dirais pas fasciste, mais totalitaire, c'est clair. Exactement. Et une des trajectoires très probables, même avec les meilleures intentions du monde, on parlait du meilleur des mondes, ce qui est effarant dans cette dystopie, c'est que les personnes sont heureuses et bien. Ah, bien sûr. Voilà. Et donc, on peut tout à fait être entretenu dans son illusion, entretenu dans son bien-être, dans son monde sur mesure, sans se rendre compte qu'on est le jouet de forces qui nous conduisent à penser de telle manière. Et comme l'enfer est pavé de bonnes intentions, comme on sait. Non, mais c'est passionnant parce que vous posez un problème qui est majeur et qui effectivement sera posé dans les prochaines années au monde. C'est effectivement, et j'espère, en tout cas, c'est un souhait personnel, que le libre arbitre sera toujours plus fort, en tout cas, que dans ce monde-là, on aura à choisir la voie des possibles et l'extension du champ des possibles, ou la voie de la machine et l'extension du champ des machines. Ça va être intéressant à suivre, en tout tout cas. Absolument, oui. Et non, mais je crois qu'on est... On arrive en fin de mission. En tout cas, vraiment, je recommande le livre. Lisez-le, il vous enseignera beaucoup de choses. Merci beaucoup Julien Gobin d'avoir été avec nous. On rappelle ce livre, L'individu, fin de parcours, le piège de l'intelligence artificielle, aux éditions Gallimard. Merci à vous qui avez encore votre libre arbitre de nous avoir écoutés sur Sud Radio et d'avoir composé le 0826 300 300. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur Facebook, sur le Twitter X de Sud Radio. André Berkoff, vous revenez demain avec Céline Alonso entre 13h et 14h. Vous parlerez de Missak Manouchian, je crois. Le grand résistant qui va entrer au Panthéon, que vous avez avec sa compagne Mélinée, enfin voilà,
fusillé en 1944. Ça sera de 13h à 14h et demain à partir de midi jusqu'à 13h, vous retrouverez Alexis Poulain qui sera avec vous en direct et en exclusivité sur Sud Radio. À demain. Tout de suite, c'est Brigitte Lay. Retrouvez Sud Radio Parlons Vrai à Lyon sur 105.8 FM. Sud Radio, parlons vrai.